Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Hong Hong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes en compagnie de Florian Dai sur Radio Taïwan International et nous allons parler de Hong Hong, nous allons parler avec Hong Hong qui est l'une des personnes motrices et à l'origine de ce festival international de la guimbarde. Nous avions déjà commencé à faire sa connaissance la semaine dernière, donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cette émission, eh bien je vous invite à le faire. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'organisation de ce festival, qui était donc la 2e édition du Festival international de la guimbarde de Taïwan et qui a eu lieu à la fin du mois de novembre cette année. Elle nous explique donc la genèse de ce festival. En janvier de cette année, on s'est réunis pour la première fois pour organiser cette 2e édition du festival. Comme la première fois, ce n'est pas une personne qui décide des activités et les autres qui les exécutent, mais tout le monde qui se creuse la tête pour réfléchir au type de festival qu'on veut créer cette année, quels sont nos rêves. Donc cette année, des gens ont fabriqué un petit temple, palanquin, d'autres ont monté une exposition des visites guidées. Il y a une équipe centrale d'une dizaine de personnes et chacun apporte ses idées. Le festival est le résultat de tout cela. Elle explique que cela a nécessité beaucoup de communication, de négociation, d'acceptation aussi, et qu'il y a eu énormément de changements entre le premier projet et ce qui a été finalement réalisé. Beaucoup d'idées ont été abandonnées parce que personne ne les a mises en place, donc ça demande des ajustements tout le temps. Et même en plein festival, eh bien, elle dit qu'il y a encore des changements qui se produisent et donc il faut attendre le moment où un événement a vraiment lieu pour savoir à quoi il ressemble. Par exemple, la procession d'hier. On savait qu'il y aurait une procession, mais personne ne savait trop de quoi elle serait composée. Il n'y avait pas de répétition. Tout était basé sur l'inspiration des gens présents et c'était très beau. C'est très différent des autres activités où on prévoit toujours à l'avance à quelle heure précise on fait telle ou telle chose. Quand est-ce que le temple serait transporté, son parcours, etc. Là, c'était vraiment improvisé. Cette créativité a été notamment reflétée dans toutes les activités qui étaient proposées, puisque en dehors de tout ce qui est musical, eh bien, il y avait aussi tout un coin bien-être avec des massages, des soins. Et elle explique que c'était très important pour eux aussi d'avoir des espaces ou des manières d'encourager les échanges entre les gens. Pour encourager les échanges entre les gens, on a organisé beaucoup de jeux et d'activités interactives. Par exemple, nous avons une monnaie pour remercier les gens. Elle s'appelle monnaie douée. Elle ne sert pas à acheter des produits, mais à renforcer les liens. Par exemple, si je transporte un réservoir d'eau qui est très lourd et que quelqu'un vient m'aider à le porter ensemble, je peux lui donner une pièce douée en remerciement. Au-delà de cette créativité et spontanéité, il y a quand même besoin d'une certaine logistique qui était en plus très importante du fait du lieu choisi pour le festival. Pour le lieu, on n'a pas choisi la salle nationale de concert, mais un camping, ce qui a ajouté énormément de difficultés. Pour faire venir plusieurs centaines de personnes dans cet endroit vide, monter une scène, avoir la sono. Dans une salle de concert, tout est là, il ne faut payer qu'un loyer pour que l'activité puisse commencer. Mais ici, il faut tout apporter soi-même. C'est une logistique vraiment compliquée. Les transports, le logement, rien n'est facile. Mais on tenait vraiment à être dans la nature, dans ce type d'environnement. Au niveau de la nourriture, des stands qui étaient présents, on a aussi fait des choix. Il n'y a pas ces stands typiques des marchés de nuit avec de la nourriture frite, très grasse. Ce sont des amis qui proposent des produits de qualité sains, qu'on connaît personnellement, qu'on apprécie, qu'on a invité à venir tenir un stand sur le marché. La guimbarde que vous entendez là a été jouée par les autochtones Ainu, donc du nord du Japon. Et en effet, un autre aspect particulier de ce festival était qu'il était vraiment international.
avec une vingtaine de maîtres, de fabricants, de professeurs, de joueurs et joueuses professionnels de guimbarde venus de l'étranger. Donc 2 de France, 3 de Hongrie, 4 de Mongolie, une personne est venue de Chine, une avec un passeport allemand, une autre de Hong Kong, 3 du Japon, 3 du Cambodge. C'était aussi toute une épopée logistique pour se procurer des visas de travail pour toutes ces personnes pour qu'elles puissent venir à Taïwan. C'était un défi pour les visas. Le grand-père cambodgien a 84 ans, mais il n'est jamais allé à l'étranger. Comme le Cambodge a des liens politiques avec la Chine, il est très difficile d'obtenir un visa pour Taïwan pour quelqu'un qui n'est jamais allé à l'étranger. On a obtenu le certificat qu'il fallait pour qu'il puisse venir seulement une semaine avant le festival. C'était très tendu. Hong Hong explique qu'il y avait d'autres invités également dont les démarches n'ont pas pu aboutir, soit que ces personnes ont accepté d'aller à d'autres événements, ou bien leur visa a été refusé, c'était le cas pour une personne de Chine, ou bien il y avait une autre personne qui avait très envie de venir faire un concert, mais ils s'y sont pris un peu trop tard, et donc ils n'ont pas pu terminer les démarches à temps. Pour ce festival, plusieurs musiciens et musiciennes ont dit spontanément avoir envie de venir y participer pour faire des concerts entre autres, et même sans qu'il n'y ait forcément de rétribution financière importante, parce que c'est un festival qui est totalement autofinancé, qui n'a aucun soutien du gouvernement. Quand le maître cambodgien a dit qu'il avait envie de venir, on savait déjà qu'on n'avait plus de budget pour les faire venir. Une amie a suggéré de faire une collecte de dons et en une semaine, on a réuni 160 000 $ taïwanais, ce qui a permis de payer tout ce dont ils avaient besoin. Les billets d'avion pour 3 personnes, les visas, le logement, les transports, les interprètes aussi, ça fait une somme considérable. Ainsi, sur les 5 jours qu'ont duré le festival, eh bien, il y a eu énormément d'ateliers, de conférences, de concerts aussi. C'était très très riche, parfois il y avait plusieurs événements en même temps, mais elle-même n'a pas pu participer aux ateliers parce qu'elle était trop prise avec l'organisation du festival et donc elle n'a pas pu participer aux ateliers qui justement l'intéressaient et qu'elle a organisés. Cet entretien avec Hong Hong s'est déroulé pendant l'événement, c'était le samedi matin, donc le 4e jour du festival, et je lui ai demandé si elle pouvait déjà faire un premier petit bilan de ce que ça lui avait apporté. En vivant ici quelques jours, pour moi, c'est vraiment un village des pruniers de rêve, un lieu idéal où il y a tout ce que je pourrais souhaiter. Il y a une cabane à thé, des cercles de musique, cette procession. Ça ressemble vraiment à l'image que je me fais d'un village de rêve, où les voisins et les amis sont aussi en résonance avec nous et où on peut créer une vie de rêve pour quelques jours. J'ai vraiment l'impression de vivre un rêve. Une autre chose extrêmement précieuse pour moi a été tout ce que j'ai appris à chaque étape. Souvent, si on est 3 ou 4 à organiser un événement ensemble, c'est déjà très tendu, mais avec une équipe de 10, il y a 10 points de vue différents, des habitudes et façons de faire différentes. Au cours des préparatifs, on s'est aussi disputé, on a appris à s'accorder et à travailler ensemble, à communiquer et à se soutenir. Les relations qui ont été créées dans cette équipe sont aussi très précieuses. Interrogé sur la possibilité de créer une 3e édition de ce festival international de guimbarde à Taïwan, Hong Hong dit que d'abord ils vont se reposer un petit peu. De toute façon, ça ne sera pas l'an prochain, mais peut-être dans 2 ans, s'il y a de nouveau cette envie de monter un projet, de créer quelque chose qui revient, parce que c'est ça qui est vraiment à la base du festival. Et ça sera peut-être aussi quelque chose d'assez différent, de plus simple, de plus intimiste, peut-être 200 ou 300 personnes, ou peut-être aussi grand, voire encore plus grand. Ça dépendra vraiment de l'inspiration et de comment l'équipe en fait se trouve à ce moment-là, parce qu'elle ne fait pas ça toute seule non plus. Donc de toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour donner une réponse.
Par contre, sur un plan plus personnel, l'organisation de ce festival a aussi contribué pour elle à mieux savoir ce dont elle a envie pour son avenir. Avec l'expérience de ce festival, je vois mieux la possibilité de se créer son propre idéal de vie. J'aurais envie de créer un petit éco-village ou un lieu où la joie et les expériences vécues ici deviendraient un élément majeur. L'organisation de ce festival m'a aussi permis de mieux me connaître et ce dont j'ai envie, qui est d'aller vers une vie plus simple, mais aussi d'organiser d'autres activités pour partager la beauté de cette simplicité avec plus de gens. Elle explique qu'il y aurait des constructions écologiques, de la musique, de la nourriture saine à la fois pour le corps et pour l'esprit, des ateliers qui partagent les cultures du monde, mais aussi un mode de vie plus enraciné, presque primitif, qui quelque part rejoint aussi l'esprit de la guimbarde, dans le fait que ce soit très ancien, à la fois très simple, mais aussi sans partition. C'était Hong Hong dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière, une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.